Je ne sais pas ce que j'ai entendu dans la forêt cette nuit-là, mais une chose est sûre, je ne retournerai plus jamais là-bas. Cette histoire remonte à mon adolescence, il y a presque 10 ans. J'avais environ 15 ans à l'époque, probablement en vacances scolaires. Je traînais chez mon ami Chris avec un autre pote, Tom. Chris était considéré comme riche, du moins pour moi, ado de 15 ans. Il avait un énorme quad qu'on utilisait souvent pour explorer les bois. Ce détail est important pour la suite. Un après-midi, on a décidé d'aller nager dans une ancienne carrière remplie d'eau, un spot populaire chez les ados du coin. Chris vivait en périphérie de la ville, dans une zone semi-rurale. Tout le monde avait de petits terrains autour. Le trajet était trop long à pied, mais facile en quad. Il était prévu pour 2 personnes, mais on tenait à 3 ados sans problème. Je me souviens être assis d'un côté à l'arrière, Tom de l'autre, et Chris conduisait. Le chemin le plus rapide passait par une forêt de pins, puis des routes secondaires et des chemins de terre. Mais cette histoire ne parle ni de la carrière, ni des routes, elle parle de la forêt. Une forêt sombre et sinistre, digne de Blair Witch. Cette forêt de pins était connue pour ses histoires effrayantes. Mon grand frère m'avait raconté qu'un jour, lui et un ami avaient vu des animaux morts suspendus aux arbres, des cochons et des chiens, ou quelque chose qui ressemblait à un chien. Le frère de Chris m'a aussi dit qu'un soir, en buggy avec sa copine, il était tombé sur un groupe de personnes habillées en noir et formant un cercle, genre rituel occulte. Il a fait demi-tour et a fui à toute vitesse. À l'époque, je pensais que c'était juste des histoires pour se faire peur, jusqu'à ce que je vive mes propres événements inexpliqués. Ce jour-là, on partait juste nager. Tout allait bien, on était des ados insouciants en vacances. En approchant de la forêt, j'ai commencé à faire le malin à crier dans les bois. « Allez, venez nous chercher, où vous êtes, on n'a pas peur. » Mes potes rigolaient, c'était notre comportement habituel. La forêt, même en plein jour, est sombre à cause des pins géants. Il y a plein de sentiers et on peut facilement s'y perdre, même en étant du coin. On a traversé la forêt en quad, je continuais mes provocations, mes amis riaient. Rien d'anormal jusque-là. On a nagé pendant des heures, sautant des falaises, grimpant, profitant, puis il a commencé à faire sombre. Il était temps de rentrer. Le trajet prenait environ 35 minutes. Chris m'a proposé de conduire le quad au retour. Moi, fan de moteur, j'étais ravi. J'ai appuyé sur l'accélérateur pour rentrer avant la nuit. On voulait tous éviter d'être dans la forêt après le coucher du soleil. Le soleil se couchait et on entrait à peine dans la forêt. Chris m'a prévenu que le sentier était très envahi par la végétation et m'a dit de ne pas ralentir. J'ai ri et j'ai accéléré. Quelques instants plus tard, sans prévenir, un morceau du pneu boueux du quad s'est arraché. Pas une crevaison, mais une déchirure massive. On roulait tranquillement, puis on a entendu un bruit sourd qui ne s'arrêtait plus. Le sentier avait un virage très serré, et cette partie de la forêt était tellement envahie qu'on roulait dans un tunnel de feuilles et de branches. J'ai laissé le quad ralentir, et j'ai pris le virage avec mes 2 amis toujours à l'arrière. Et là, on a vu un homme et une femme nous faire signe. Ils étaient assis par terre. En s'approchant, on a vu un enfant d'environ 10 ans. C'était étrange, mais on a vite compris en voyant leur vélo et casque. Le mari s'était blessé, une entorse sévère, il ne pouvait plus marcher. Chris a immédiatement proposé son aide. Ils ont expliqué que la femme ne connaissait pas les sentiers, seul son mari les maîtrisait. Chris a proposé de l'escorter hors de la forêt, pendant que Tom et moi restions pour aider. À 15 ans, on ne pouvait pas faire grand-chose médicalement, mais on voulait aider. Ce qui a semblé être une nuit entière de torture n'a duré que 2 heures, le temps que Chris revienne avec la femme et sa voiture. Au début, nous avons parlé avec l'homme blessé et son jeune fils, mais la douleur qu'il ressentait rendait la conversation difficile. Son fils, très inquiet, comme on peut l'imaginer, est resté collé à lui tout le temps de l'attente. Au bout d'un moment, le silence s'est installé, et mon esprit a commencé à errer vers les légendes de cette forêt de pins. Ce genre de forêt où les arbres sont alignés si parfaitement qu'on s'attend à voir quelqu'un debout entre eux. J'ai commencé à entendre des aboiements lointains. Vivant en zone rurale, ce n'était pas inhabituel, donc je n'y ai pas prêté attention. J'ai entendu des voix venant du fond des bois. Ma première pensée, des gens sur une propriété voisine. Tout semblait normal, je discutais avec Tom quand soudain, j'ai entendu les mêmes voix, mais cette fois plus proches et plus faibles. J'ai allumé les phares LED du quad et les orienté vers la direction d'où venait le son. J'en ai parlé à Tom, mais je n'ai rien dit à l'homme et à son fils pour 2 raisons. Ils n'ont pas réagi, comme s'ils n'avaient rien entendu. Je ne voulais pas les effrayer davantage, vu leur état. Tom, lui, était déjà terrifié. Il tremblait depuis qu'on avait été laissé là. Un simple craquement de branche aurait suffi à le faire paniquer.
Quelques minutes plus tard, j'ai entendu les mêmes murmures à répétition. J'ai demandé à l'homme et à son fils « Vous avez entendu ça ?» Ils m'ont regardé confus. J'ai expliqué que j'entendais des chuchotements dans les buissons et l'homme m'a simplement dit que c'était sûrement un rassemblement sur une propriété voisine. Mais je savais ce que j'avais entendu et le regard de Tom me le confirmait. J'étais sur les nerfs, assis sur le quad essayant de me distraire. Puis encore une fois des murmures, derrière moi cette fois. J'ai immédiatement redémarré le quad, fait un demi-tour et braqué les phares dans cette direction. Tom voulait partir, moi je voulais attendre Chris. L'homme et son fils, toujours complètement détachés, ne semblaient rien remarquer. Ça a continué, moi tournant le quad dans toutes les directions d'où venaient les murmures, puis silence total. J'ai écouté discrètement la conversation entre le père et le fils. Ils semblaient dans leur bulle, comme si rien n'existait autour. Choqué, j'ai fini par leur parler franchement. L'homme a tenté de nous rassurer, disant que ce n'était rien. Après 20 minutes de silence, Tom et moi avons commencé à imaginer des scénarios, à nous faire peur mutuellement, sans nous en rendre compte. Puis alors que je pensais que c'était fini, une sensation de vide absolu nous a enveloppés. Et là, les murmures sont revenus plus forts, plus clairs, tout autour de nous. Ils venaient des hauteurs des arbres, des profondeurs des buissons, de partout à la fois. C'était fort net, mais pas en anglais, ni dans une langue que je connaissais. Plus tard, j'ai pensé que c'était des langues anciennes ou langues occultes, après des recherches à l'âge adulte. C'était comme si quelqu'un me chuchotait directement à l'oreille. J'ai regardé Tom, il était terrifié. Ses premiers mots, « Faut qu'on se casse d'ici ». Mon instinct de survie s'est déclenché, mais j'ai pensé à Chris. J'ai réussi à me calmer et le rassurer. L'homme blessé souffrait trop pour nous aider et son fils était trop jeune. J'ai dit à Tom, « Si Chris n'est pas là dans 5 minutes, on part ». Je lui ai répété ça plusieurs fois et ça a marché. On a vu des phares de voiture. À ce moment-là, je m'en fichais de qui c'était. Heureusement, c'était Chris et la femme. Chris avait ce grand sourire, comme si on venait de se marrer. On n'a pas eu le temps d'expliquer ce qui s'était passé, car l'homme blessé était la priorité. Le mettre dans la voiture n'a pas été facile, mais on y est arrivé. Alors que Chris les saluait, Tom et moi le tirions par le bras, lui disant qu'il fallait partir maintenant. Il nous a regardés agacés et confus, puis j'ai dit « On doit partir ». Il a couru vers la voiture et demandé qu'on le dépose rapidement jusqu'à la route la plus proche. Arrivé à la route, on a eu du réseau et appelé le grand frère de Chris. On lui a raconté l'histoire et lui et ses potes sont venus avec une remorque pour nous récupérer, nous et le quad. Quand on les a vus arriver, on s'est sentis en sécurité. On a chargé le quad et nous avons sauté dans le pick-up surchargé pour quitter la forêt. En partant, j'ai regardé dans les buissons et j'ai vu une grande silhouette noire, immobile dans l'ombre, nous regardant passer. Sous le choc, je n'ai pas réagi. J'ai regardé Tom qui me regardait déjà avec le même regard. Je lui ai simplement dit « Tu l'as vu aussi ?» Il a hoché la tête lentement, les yeux pleins de larmes. Le lendemain, on en a parlé, sauf lui. Il avait toujours ce regard figé, en état de choc. Ça fait plus de 8 ans et demi maintenant, et on n'en a jamais reparlé. Jusqu'à aujourd'hui, c'est inexplicable, et je ne suis jamais retourné là-bas. Quand j'étais enfant, notre village n'était pas très développé en termes d'infrastructures. Il faut savoir que dans le sud rural de l'Inde, les gens sont extrêmement religieux, avec des cérémonies pour toutes sortes d'événements. C'est important pour comprendre le contexte. Lors d'une de ces semaines de festival, nous avons décidé de visiter les anciens temples pour prier. La route serpentait autour d'une colline et s'enfonçait profondément dans la forêt. Et comme c'était la saison de la mousson, il nous a fallu facilement 3 heures pour y arriver. Ce qu'il faut savoir sur la mousson en Inde, c'est que certaines zones reçoivent beaucoup plus de pluie que d'autres, même si elles ne sont séparées que de quelques kilomètres. On est donc passé d'un village légèrement nuageux à un décor tout droit sorti de Twilight. On ne voyait presque plus la route devant nous. Le chauffeur a pris un mauvais tournant et on s'est retrouvé encore plus profondément dans la forêt. Je ne sais toujours pas comment. La plupart des routes en montagne sont à sens unique. Il faisait tellement sombre qu'on pensait qu'il était déjà le soir, alors que c'était encore l'après-midi. On a trouvé quelques maisons et le chauffeur a décidé de demander son chemin. Mais rien à faire, tout était abandonné. Étrangement, elles semblaient bien entretenues. Bon, peut-être que les habitants étaient partis à une cérémonie de festival, mais aussi loin dans la forêt. Et à l'époque, pas de Google Maps, donc notre GPS ne captait pas bien.
Le chauffeur a décidé de tenter sa chance en traversant ce hameau. Mes parents commençaient à s'inquiéter sérieusement, car le timing des rituels est crucial. Moi j'étais à l'arrière, affamé. Les petits déjeuners avant ça sont vraiment nuls. La route devenait de plus en plus délabrée, mais le chauffeur a continué. J'ai remarqué que les arbres semblaient se décomposer lentement. Ils étaient brun foncé, les feuilles pendaient mollement, et surtout aucun oiseau. Moi qui venais de la ville, les oiseaux de la campagne étaient quelque chose de spécial pour moi. Puis, on a entendu un bruit étrange, un mélange de sifflements et de chants. C'était une forêt en montagne, donc peut-être le vent, peut-être la forêt elle-même. Ça fait des années, mais je me souviens encore de ce son. Mes parents ont commencé à avoir peur, pensant qu'un grand animal nous suivait. Contrairement aux Américains, on ne pouvait pas porter d'armes. Mon père a supplié le chauffeur de faire demi-tour, mais il a dit qu'il connaissait la route, un mensonge évidemment, et qu'il pouvait nous sortir de là. Revenir en arrière aurait aussi consommé notre carburant. Le son devenait plus fort, puis plus faible. Parfois on aurait dit qu'il venait de la voiture elle-même. Et puis on a vu des choses étranges. Je ne m'en souviens pas très bien, j'étais enfant. Mais il semblait que des objets pendaient des arbres au-dessus de nous, des choses délabrées. Il faisait sombre, alors on m'a dit que c'était des singes, mais on n'en avait aucune idée. Je me souviens que j'avais très mal à la tête. Le chauffeur a fini par retrouver son chemin, mais il avait l'air inquiet. On a abandonné l'idée d'aller au temple et on est rentré. Il s'est arrêté dans un café pour boire du chai et a demandé autour de lui dans notre langue locale. Des années plus tard, j'ai appris qu'on avait traversé une zone de magie noire dans la forêt, un endroit où des pratiquants se réunissent pour des rituels anciens, des choses que notre culture considère comme dangereuses. Apparemment, nous étions les premiers à traverser cette zone car les locaux l'évitent. Écoutez, beaucoup de choses sont des rumeurs, mais on n'a jamais compris comment il pouvait y avoir une route là-dedans. Les habitants disaient les phrases habituelles. La forêt est vivante, il faut la respecter. Mais comment une forêt peut-elle créer une route? Et s'il y avait une route, pourquoi le gouvernement ne l'aurait-il pas aménagée? On m'a aussi dit que le son qu'on entendait était celui des esprits qui tentaient de nous faire quitter la route ou nous arrêter. Notre famille qui vivait là a déménagé, donc on ne retourne plus dans ce village. Mais je me souviens que c'était une légende célèbre dans la région que mes parents ne connaissaient pas, car ils venaient de la ville. Je crois que les routes ont été élargies plus tard. Et pour ceux qui chipotent, en Inde, on considère souvent ces villages comme nos villes natales, plus que les grandes villes, car nos ancêtres étaient proches et ont construit des communautés fortes. J'ai entendu les voix de mes amis dans la nuit, et ils jurent qu'ils n'ont jamais prononcé mon nom. 2 jours ont passé, mais je n'arrive pas à oublier ce que j'ai entendu. Voici l'histoire. Il y a 2 jours, je campais au lac Leavitt, en Californie. Si vous ne connaissez pas ce lac, c'est un petit lac situé dans les Sierra Nevada, à environ 2700 mètres d'altitude. Ce lac n'est accessible que par une route de service non entretenue, ce qui signifie qu'il faut un véhicule 4x4 à garde au sol élevé pour y accéder. Il faut environ 1 heure de piste pour atteindre le lac et le départ du sentier se trouve à 1h30 à l'ouest du croisement de Sonora sur la route 108. Une fois arrivé, le lac ressemble à une arène naturelle entourée de murs rocheux avec un côté ouvert qui donne sur toute la vallée. C'est très isolé. Il y a rarement du monde là-haut. Maintenant que vous voyez le décor, parlons du campement. 4 véhicules, 6 personnes. Ethan, Mason, Matt, Brandon, Joss et moi. Mason, Ethan, Brandon et moi dormions dans des tentes sur le toit de nos véhicules. Matt et Joss dormaient dans des tentes au sol. Le camp a été organisé de façon à ce que les 4 véhicules entourent le feu de camp et les 2 tentes soient au centre. Nous sommes arrivés samedi matin vers 11h. On a rapidement installé le camp, mangé un bout, puis on s'est assis en cercle à plaisanter. On parlait du vent qui était déjà fort et on se disait que la nuit risquait d'être froide. Comme je suis du genre à trop prévoir, j'ai dit à Joss et Matt que j'avais une couverture très épaisse dans ma tente, que s'ils en avaient besoin, ils pouvaient frapper à ma tente pour que je leur donne. La nuit tombe, le feu s'éteint. On décide d'aller dormir. Il est environ 23h, on se glisse dans nos tentes et le vent se lève presque immédiatement. Et je parle d'un vent violent, comme un ouragan. Mon camion tremblait sous les rafales, j'ai réussi à m'endormir, mais vers 1h30, 2h du matin, je me suis réveillé en sursaut. J'ai entendu mon ami Matt murmurer mon prénom. Je connais sa voix, je suis absolument certain de ce que j'ai entendu, mais quelque chose clochait.
Pas de lampe, pas de bruit de pas, pas de coups à la tente. Je suis restée éveillée en me disant, si c'est lui, il va répéter ou frapper. Quelques minutes passent, rien, juste le vent qui fouette ma tente. J'étais confus, un peu effrayé, mais j'ai fini par me dire que j'avais peut-être rêvé. Je me suis rendormie. Vers 3 heures du matin, je suis réveillée par le vent encore plus fort. La bâche de pluie de ma tente claquait tellement que j'en étais choquée. Je suis restée là, à réfléchir si je devais sortir pour l'enlever, quand j'ai entendu mon ami Ethan m'appeler. Pas un cri, pas un murmure, juste calme, comme s'il voulait attirer mon attention autour du feu. Mon cœur s'est arrêté. Je ne sais pas pourquoi, mais je savais que ce n'était pas possible qu'Ethan m'appelle à 3 heures du matin, dans un vent pareil, et surtout pas de cette façon. Je suis restée paralysée, puis j'ai entendu mes sons dire « Oh, il a encore ce truc sur lui ». Là, mon cerveau a fait le lien, la bâche de pluie. Peut-être qu'ils étaient dehors en train d'enlever la leur, et qu'ils ont vu que la mienne était encore là, ou qu'ils entendaient le bruit et se demandaient ce que c'était. J'ai été rassurée un instant. J'ai ouvert la fenêtre de ma tente qui donnait sur leur véhicule, et là, mon cœur s'est arrêté. Noir complet, personne dehors. J'ai refermé la tente immédiatement et je suis restée là, figée. Je les ai entendus, c'est sûr, mais ils n'étaient pas là. Puis mon camion a bougé. Ce n'était pas le vent. Le seul moyen de décrire ça, c'est comme si un raton laveur avait sauté sur la benne. J'ai une coque de benne sous ma tente, donc il y a environ 30 cm d'espace entre le fond de la tente et le haut de la benne. J'ai senti quelque chose sauter du pare-choc arrière, passer sous ma tente, puis sur le toit du camion, et enfin sur le toit de ma tente. Je pouvais voir l'empreinte là où ça se tenait, puis une énorme rafale est arrivée, et c'était parti, disparu. Je suis restée éveillée jusqu'au lever du soleil. Dès que le jour s'est levé, je suis sortie et j'ai confronté mes amis. Les 3 jurent qu'ils n'ont jamais prononcé mon nom ni parlé. Ethan m'a dit qu'il était sorti dans la nuit pour enlever sa bâche, mais sans dire un mot. On a tout rangé et on est parti. Et maintenant, je ne sais pas quoi faire. Je sais que je les ai entendus, ou leur voix du moins. Mais si ce n'était pas eux, qu'est-ce que c'était? Et si j'avais ouvert ma tente, pensant que c'était Matt qui demandait la couverture? Et si j'avais répondu à Ethan quand il m'a appelé? Je n'arrête pas d'y penser. Je n'y avais pas pensé avant, mais en regardant mes photos, je me suis souvenu que j'étais déjà allé à ce lac auparavant. Les conditions du sentier n'étaient pas bonnes, donc on avait campé à mi-chemin. J'avais complètement oublié cette expérience, mais maintenant, peut-être qu'elles sont liées. C'était juste Ethan et moi. Son camion n'était pas adapté au sentier, donc on a trouvé un petit dégagement à mi-parcours. On s'est garé presque en ligne. Mon camion n'était pas directement devant le sien. On a installé le camp, fait un petit feu, mangé, puis on est allé dormir. Vers 2 heures du matin, j'ai été réveillée par quelque chose qui fouillait le camp. Ça semblait gros, pas comme un petit raton laveur. Ça ressemblait à un ours. Les pas étaient lourds. J'ai entendu ça venir du côté gauche de mon camion, puis passer entre nos 2 véhicules. Ça fouillait. Je pensais que c'était un ours, donc je me suis assis, prête à ce que ça pousse ma tente. Après quelques minutes, j'ai entendu ça aller vers le camion d'Ethan. Avant que je puisse ouvrir par ma fenêtre pour regarder, les pas se sont éloignés dans l'obscurité. Le matin, on est sorti tôt. On avait une randonnée prévue, et les premiers mots d'Ethan ont été « T'as entendu ce truc cette nuit ?» J'ai répondu direct « Ouais, c'était quoi ça ?» Il m'a dit « Je ne sais pas, ça semblait énorme. » J'ai sorti mon arme et je l'ai gardée sur moi. Impossible de me rendormir. On a laissé tomber et on n'en a pas reparlé. Ça pourrait très bien être un animal, je ne le nie pas, mais je pense que c'est une coïncidence qui mérite d'être mentionnée. Il y a 1 an, nous sommes partis camper dans la forêt. Nous avons trouvé un endroit vraiment sympa, à environ 150-200 mètres d'un ruisseau. Il y avait un marais à droite du campement et une forêt dense à gauche et derrière. Notre plus jeune enfant avait 2 ans et demi. Nous avions établi des limites très claires interdisant l'accès au marais et au ruisseau, comme nous le faisons toujours en camping. Nous étions là depuis environ 1 heure et étions encore en train de nous installer. Nous sommes plutôt du genre parents protecteurs et je sais pertinemment que je venais de voir notre plus jeune enfant dans le camp avec nous. Je me suis retournée pour faire quelque chose et nous l'avons entendu crier 1 fois, puis plus rien. Un rapide coup d'œil autour du camp nous a confirmé qu'il n'était plus là. Mon mari et moi avons couru dans la direction d'où venait le cri, vers le marais, mais il était désormais totalement silencieux.
nous l'appelions, lui demandions de crier, de nous dire où il était. Le terrain était difficile. Le marais atteignait parfois le mollet et n'était pas facile à traverser pour un adulte. La forêt de l'autre côté était épaisse, avec de nombreux arbres tombés, rendant la progression compliquée. C'est pourquoi retrouver notre enfant à environ 70 mètres du camp, assis derrière un arbre, en train de pleurer, était si incroyable. À cette époque, il utilisait encore la poussette pour la plupart de nos promenades, car ses jambes se fatiguaient très vite. Nous l'avons ramené au camp, séché, changé, réexpliqué les limites physiques du camp, puis il a fait une sieste dans mes bras. La semaine dernière, nous sommes retournés dans les bois pour chercher du bois de chauffage. Nous avons choisi le même endroit, car nous nous souvenions qu'il y avait beaucoup d'arbres morts à couper. Nous n'avons pas dit aux enfants que c'était le même lieu, ni mentionné que nous y étions déjà allés. Pourtant, une fois sur place, il a refusé de sortir du camion. J'ai fini par le convaincre, mais il a insisté pour rester à l'arrière du véhicule. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, car d'habitude, il adore explorer et jouer avec ses frères et sœurs. Il m'a dit qu'il avait peur des ours. Je lui ai répondu qu'il n'y avait pas d'ours, car nos chiens couraient partout et les auraient déjà fait fuir. Il s'est énervé et m'a dit « Non maman, les gens ours ». Je lui ai demandé qui étaient les gens ours, et il a décrit de petites personnes avec des visages écrasés, des nez retroussés et des dents pointues. Il a ensuite dit « Ce sont les gens qui m'ont pris la dernière fois. Tu te souviens? Puis toi et papa avaient couru dans la forêt pour me retrouver et ils m'ont lâché sur les fesses. Tu es venu me chercher, maman. » Nous avons tout emballé et sommes partis. J'étais bouleversé qu'ils se souviennent de l'événement, et encore plus du lieu, sans parler de la description. Nous ne faisons pas beaucoup de temps d'écran, et ce que nous regardons, ce sont des films familiaux. Je suis donc certaine qu'il n'a pas vu ça à la télévision. J'ai commencé à faire des recherches sur la mythologie amérindienne de notre région. J'ai découvert des légendes sur des petits hommes vivant dans ces montagnes, connus pour voler les enfants, et dont la description physique correspond parfaitement, y compris le fait qu'ils portent souvent des peaux d'animaux. Inutile de dire que je ne me considère plus comme une femme de plein air, et je n'ai absolument aucune intention de retourner dans les bois un jour. Dans la campagne texane, mes grands-parents possédaient un terrain de 10 acres bordé par une zone boisée dense avec un ruisseau qui longeait la clôture arrière. Un soir d'été, autour de mon 8e anniversaire, toute ma famille s'était réunie pour un barbecue. Comme toujours, mon cousin Max et moi courions partout. Ce jour-là ne faisait pas exception. À un moment donné, j'ai décidé de descendre le long du ruisseau vers les bois, car j'ai entendu ce qui ressemblait à un chuchotement m'invitant à aller plus loin. Max m'a suivi joyeusement. En franchissant une clôture tombée, Max se souvient très clairement avoir vu une femme apparaître devant moi alors que je passais le dernier fil. J'ai continué à marcher sans rien remarquer, tandis que Max tentait de me suivre. Il se souvient que la clôture s'est enroulée autour de sa cheville, le faisant tomber dans la boue. Il m'a appelé, m'a crié de l'aider, mais j'ai continué à avancer. Il a regardé sa cheville blessée, entourée de fils barbelés, puis a levé les yeux et j'avais disparu. Quand mon grand frère est descendu le long du ruisseau après avoir entendu les cris de Max, ils ont tous les deux affirmé que mes empreintes dans la boue s'arrêtaient net, quelques mètres après l'endroit où Max m'avait vu pour la dernière fois. Ma famille entière est formelle, j'ai disparu pendant 4 heures. La police a fouillé les bois, des chiens ont tenté de me suivre, mais aucune trace au-delà de mes dernières empreintes. Quand je suis revenu, tout le monde était terrifié, pensant qu'il m'était arrivé quelque chose. Pourtant, je n'avais pas une seule égratignure. Après avoir franchi la clôture, j'ai entendu une chanson lointaine, chantée par une voix féminine douce. J'ai trouvé une petite clairière. Je me suis assis, j'ai mangé des baies échouées, puis je me suis relevé. Ce qui m'avait semblé quelques minutes s'était écoulé. En regardant autour de moi, j'ai vu des mouvements derrière les arbres, des dizaines de silhouettes qui semblaient m'observer. Lentement, j'ai repris mes esprits, me demandant où était passé Max. J'ai vu le sentier par lequel j'étais venu, et en m'approchant, l'atmosphère a changé. Elle semblait hostile, comme si quelque chose ne voulait pas que je parte. Les silhouettes ont commencé à bouger comme pour bloquer ma sortie. J'ai couru, j'ai sauté par-dessus la clôture et j'ai remarqué à quel point tout semblait plus sombre.
J'ai foncé vers la maison où mon grand-père m'a attrapé, me bombardant de questions. Où étais-tu? Qui était la femme que Max a vue? Pourquoi n'as-tu pas aidé ton cousin? Que s'est-il passé pendant ces 4 heures? Quand je leur ai dit que ça m'avait semblé durer quelques instants, mon grand-père est devenu plus inquiet que tous les autres. Quand nous sommes retournés chez mes grands-parents pour mon anniversaire, il avait reconstruit la clôture, réparé celle du ruisseau et planté des herbes et des buissons qui ont rapidement envahi la zone scellant l'accès. Je suis retourné une seule fois là-bas ces dernières années. Les nouveaux propriétaires avaient arraché la clôture et les plantes, ouvrant l'accès au ruisseau. Il y a quelques années, des amis et moi avons décidé de monter sur un sentier de randonnée pour boire un verre et rigoler pendant Halloween. C'était vers 2015. L'endroit où nous sommes allés s'appelle Murphy Ranch Park en Californie. C'est dans une banlieue située dans les contreforts de la ville. Ceux qui connaissent le lieu sauront exactement de quoi je parle. À l'entrée du parc, il y a une zone boisée avec des bancs qui mènent à plusieurs sentiers de randonnée. C'est là que nous étions assis, à environ 15 à 30 mètres de l'entrée du parc qui donne sur une rue résidentielle. Pendant qu'on discutait et buvait, on a entendu un hibou ululer. Ça ne sonnait pas normal, ça ressemblait presque à une voix humaine. On a commencé à plaisanter à ce sujet, mais le son devenait de plus en plus fort et proche. Après environ 5 minutes, un homme est apparu, sortant de nulle part, marchant entre les bancs. Il mesurait environ 1,78 m, vêtu tout en noir. Ce qui nous a frappé, c'est que sa démarche n'avait aucun mouvement, pas de rebond, pas de foulée. Son corps semblait immobile, comme s'il flottait à quelques centimètres du sol. Ses pieds ne touchaient pas la terre, du moins pas visiblement. Pendant qu'il marchait, le son du hibou devenait assourdissant, comme s'il était juste derrière nous, nous provoquant à regarder. Quand on a décidé de fuir, c'est comme si le temps s'était arrêté. Plus de son, plus de lumière, plus rien. L'homme s'est tourné vers nous et nous a regardés chacun d'entre nous en même temps. Il était pâle comme un drap, avec des yeux bleu jaune perçants, presque lumineux. Malgré l'obscurité, on ne voyait que ses yeux et son crâne chauve, aucun autre trait. Après ce qui a semblé durer une éternité, mais n'a duré que quelques secondes, il a tourné la tête et a glissé vers les sentiers. Le son du hibou est revenu comme s'il le suivait, et en une seconde, il avait disparu. À ce moment précis, nous avons tous couru vers nos voitures et sommes partis immédiatement. Aucun de nous n'est jamais retourné là-bas. Connaissant l'histoire de ce qui se passe dans ces collines, je ne peux même pas dire si ce que nous avons vu était humain. Un de nos amis a essayé de lui parler, lui demandant ce qu'il faisait là. Ce n'était absolument pas mon idée, j'étais terrifiée. Il n'a pas répondu et a disparu.